Les paysans togolais peuvent espérer un avenir radieux à la faveur de sa politique de mécanisation de l'agriculture. Le gouvernement a subventionné des tracteurs dont ils peuvent disposer pour accroître leur production et se rendre plus compétitifs. Espoir également sur l'avenir de la planète. Un accord est conclu au Bourget. La COP21 se termine bien. Les 195 pays signataires s'engagent à une réduction du taux de réchauffement climatique. Les Centrafricains iront aux urnes ce dimanche. Un référendum censé ouvrir la voie à la 6e République. Une nouvelle page se tourne après 2 ans d'instabilité politique marquée par des luttes intercommunautaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les hommages à Cotonou, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou a été conduit ce samedi à sa dernière demeure dans le nord du pays, à Nati Tengou, son village natal. Toute la nation béninoise s'est mobilisée pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le président fort était présent aux côtés du peuple béninois en ces moments difficiles. Il a pris part aux cérémonies d'hommage tant à Cotonou qu'à Nati Tengou. Nous reviendrons sur la cérémonie d'aujourd'hui, peut-être dans le courant de cette édition. Fin de la course terrestre pour les défunts, tandis que pour les vivants, la route continue avec ses nouveaux défis. Les journées d'administration rapide organisées au ministère de la Justice se sont achevées. 4000 certificats de nationalité ont été délivrés en quelques jours et 400 jugements supplétifs établis. Les résultats sont au-delà des attentes. Patrice Boko. Nous sommes ici au service de délivrance du certificat de nationalité togolaise. Après 10 jours de journée porte ouverte, ce service a fait le double de ce qui a été prévu. 4000 dossiers traités au lieu de 2000 prévus. Véritable opération de rapprochement entre services publics et usagers. Les certificats de nationalité qui en sont issus ont été remis ce jour aux propriétaires au cours d'une cérémonie présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons été très honorés par la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons estimé utile, dans ce cadre, de traiter également les dossiers des préfectures et tous les dépôts qui ont été faits jusqu'au 16 novembre. Donc, en tout, nous avons eu à traiter environ 4000 dossiers pour combler tant soit peu les attentes de nos concitoyens. Autre document important, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en fait également partie. Le lot établi a été remis par le président du tribunal de première instance de Lomé. Nous avions eu au total 468 dossiers à traiter et parmi les dossiers que nous avions eu à traiter, nous avions eu à rejeter 18. Nous avions enregistré au titre de jugement supplétif 348 dossiers et il y a eu ceux-là qui, bien sûr, ils ont fait la déclaration à la naissance, mais leur nom a été mal écrit. C'est ce que nous appelons la rectification. Nous avions eu 98 et tous ces dossiers ont été mis à jour. Les 4000 certificats de nationalité délivrés concernent aussi les dossiers déposés jusqu'au 16 novembre 2015. La rapidité et la célérité, c'est aussi ce qui est recherché au niveau des postes frontaliers. Après Kodevia-Kopé et Sanvikondi, l'unité de 5AC est dotée d'un guichet unique pour le commerce extérieur installé dans les locaux de l'OTR par la société Ségus, un instrument de réforme pour améliorer le climat des affaires au Togo. C'est un reportage de Désiré Aloy. Mais séquencé en matière du commerce extérieur est connecté au système de guichet unique face terrestre. Tous les acteurs intervenant dans les opérations du commerce international sont reliés entre eux. Un guichet unique, une plateforme réelle matérialisée, accessible 24/24. Ce dernier lancement de la phase terrestre est globalement une réponse à des enjeux très concrets pour la relance économique au Togo. Aujourd'hui, à 5AC, l'objectif est de mettre en place cet outil, de former les acteurs. Ils ont été formés et nous continuons à le faire pour qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Ils sont connectés à l'Internet. Ils ont un code d'accès sécurisé et ils peuvent suivre leurs marchandises dans le guichet unique. Une fois que l'annonce est faite, donc la déclaration en douane peut se faire. Une fois que la déclaration en douane est faite, les frais peuvent être payés. Une fois qu'ils sont payés, que les autorisations sont données, la marchandise peut circuler.
C'est un instrument fort imaginatif pour relever un défi. D'ici à 2030, le Togo doit être un pays émergé selon le plan d'action du chef de l'État. Le guichet unique constitue donc un maillon de la SCAP dans sa globalité. La mise en place du guichet unique est un vœu cher au président de la République qui, dans son programme de développement, avait déjà émis le souhait de voir se renforcer un tel instrument afin de jouer pleinement son rôle dans le processus d'amélioration de l'environnement des affaires au Togo. À l'issue de cette cérémonie, le guichet unique qui sera déployé au poste frontalier du Togo assurera en un point douter des avantages importants qui sont en rapport avec le développement et les défis d'une croissance accélérée de notre pays. Les opérateurs économiques y voient un gain de productivité et de temps, un avantage particulier dans le traitement des marchandises. C'est pour un opérateur économique un avantage particulier de voir partir rapidement les marchandises. Et vous savez qu'à Lomé, un conteneur est sorti dans les 48 heures. C'est vraiment une chance pour nous et nous disons merci aux dirigeants d'avoir accepté de mettre en place une telle opération qui permet de nous faciliter la tâche. Les opérateurs économiques de Saint-Cancé se sentent aujourd'hui soulagés par cette réforme qui attire davantage les investisseurs. En marge de cette cérémonie. À l'issue de cette cérémonie, le guichet unique qui sera déployé au poste frontalier du Togo assurera en un point douter des avantages importants qui sont en rapport avec... Voilà, toutes nos excuses, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cet élément. Alors même les producteurs agricoles peuvent utiliser ces services pour exporter leurs produits. Ces paysans se doivent d'être compétitifs et le gouvernement s'y déploie. Il les accompagne progressivement vers une agriculture moderne et mécanisée. Les tracteurs et autres machines sont désormais subventionnés. Et pour les agriculteurs, c'est la course contre la montre. L'occasion est exceptionnelle et unique pour acquérir ces précieux outils de travail qui résolvent en partie le problème de la main-d'œuvre. Emmanuel Adjaklo, Nathalie Panegué. L'État togolais, via le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, veut faire de l'agrobusiness une réalité au Togo. Pour ce faire, il s'est engagé à résoudre le problème de la main-d'œuvre auquel font face les producteurs agricoles en mettant à leur disposition des engins agricoles à des prix subventionnés pour leur permettre d'accroître leur productivité. C'est dans cette dynamique que 4 tracteurs ont été remis aux producteurs qui ont rempli les conditions d'acquisition. Avec la main, nous sommes déjà en moyenne 30 à 50 hectares. Mais avec ce tracteur, c'est sûr que nous allons tripler, quadrupler la superficie. C'est une grâce unie que l'État togolais nous a faite. Nous passons par le biais du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Hydraulique pour remercier le chef de l'État également, qui sans cesse ne ménage d'efforts pour le développement de l'agriculture togolaise. Des charrues, des tracteurs, des semoirs multifonctionnels, des pulvériseurs, des nivelleuses, des batteuses de riz et pour la première fois au Togo, une moissonneuse batteuse. C'est une machine qui coupe le riz, qui bat le riz, qui vanne le riz et qui stocke le riz. Donc en un seul passage, vous avez au moins 5 opérations. Et à partir de ça, vous pouvez maintenant stocker et aller maintenant à la décortiqueuse. Autant de machines agricoles pour une agriculture moderne. L'État a payé les machines, les tracteurs pour mettre à la disposition des producteurs. L'État ne veut plus gérer, mais accompagner les producteurs. Les tracteurs sont cédés sans frais, sans aucune taxe ni droit de douane. Donc cela veut dire que le prix de revient devient à peu près la moitié de ce que cela pourra être. Ces efforts déployés par les autorités togolaises s'inscrivent dans les actions du projet d'équipement de matériel agricole sur un financement indien à hauteur de 6 milliards de francs CFA. L'agriculture est un pan entier de l'économie togolaise. Sa modernisation est un chemin d'or
pour réduire le taux de précarité dans le pays. Le gouvernement envisage même l'élargissement du régime assurance maladie aux agriculteurs et au-delà. C'est tout un mécanisme qui se met en place, une stratégie nationale qui devra permettre de cibler les ménages pauvres et vulnérables. Le tout contenu dans un document dont la validation facilitera et inspirera les différents programmes de développement. Dédé Koussao, Patrice Boko. La protection sociale couvre plusieurs domaines de la vie, tels que la santé, l'éducation, la nutrition, l'eau, le travail et bien d'autres choses encore. Même si plusieurs programmes et projets sont souvent initiés en faveur des populations et personnes vulnérables, les résultats attendus ne sont pas généralement satisfaisants. D'où la nécessité pour les acteurs sociaux de disposer des outils nécessaires et adaptés pour pouvoir remédier aux insuffisances. C'est une méthode à deux étapes où la première étape consiste à sortir un certain nombre de critères qui permettent à la communauté d'identifier elle-même les ménages les plus pauvres. Mais ça n'est pas suffisant pour donner des scores de pauvreté à chaque ménage pauvre identifié. Donc, il y aura une deuxième étape, une enquête ménage avec des variables plus observables, des variables plus objectives comme l'âge, le sexe, la taille du ménage, etc. pour permettre de donner un score à chaque ménage pauvre identifié pour que ces ménages puissent bénéficier des programmes. Parce qu'on aura donc cet outil, ça permettra à chaque fois qu'on développe une action vis-à-vis des pauvres, il n'y aura plus de difficultés, puisque les critères sont préétablis. La validation du document ici analysé sera un outil pouvant aider à améliorer les prestations en matière de protection sociale. Il aidera à mieux suivre et mesurer l'impact des programmes de développement. Pour lutter efficacement contre la pauvreté, un accent particulier est mis sur l'entrepreneuriat des jeunes avec des subventions accordées pour les motiver et les encourager. Le financement des projets porteurs de croissance se fait sur des critères sélectifs assortis d'un mécanisme de suivi bien établi. Edem Sousoupa. Pour l'élaboration de leur plan d'affaires, ces primo-entrepreneurs suivent des formations spécifiques. Après la sélection de leur projet, commence la phase cruciale de la formation. Cette fois-ci, elle porte sur la gestion de micro-entreprises et de crédit. On s'est regroupé. On a commencé avec le clapier que vous voyez là. Parce que quand on a commencé, notre grand frère a entendu parler du FAEJ. Et on était allé là-bas. Il nous a fait des formations sur formation. Après, ils nous ont financé. On a réussi 2 800 000 pour démarrer. Pour le compte du PRADEB, programme d'appui au développement à la base, ces jeunes sont suivis sur le terrain et accompagnés par des agences relais locales. L'accompagnement, ça consiste à établir clairement un plan de décaissement avec le jeune. Dans le jeune, il n'a pas le droit de décaisser n'importe comment, surtout pour des besoins qui ne sont pas prévus dans son plan d'affaires. Donc après la validation du plan de décaissement, nous accompagnons le jeune dans la gestion quotidienne, donc l'enregistrement de ces opérations, donc l'analyse de l'avancée de son entreprise et surtout dans la gestion de son crédit avec l'IMF. Parce que le jeune, après tout, si son activité se développe, et c'est le but, il doit pouvoir rembourser son crédit. Kekelia Sylvia, coiffeuse, a attendu plus de 10 ans avant de commencer le métier de son rêve. Après sa formation et ceci, par faute d'appui. Elle a dû se reconvertir pendant ce temps en revendeuse de bougies. Mais depuis mars 2015, elle est patronne de son atelier de coiffure grâce au projet PRADEB. Avec l'appui technique et financier du PRADEB, j'ai ouvert mon atelier de coiffure. Je n'avais pas cette opportunité il y a 10 ans. Je remercie sincèrement le chef de l'État. PRADEB m'a soutenu avec 1 million de francs CFA. L'accompagnement et le suivi sur le terrain lui ont permis de rembourser progressivement son crédit. Dans la région maritime, le PRADEB a permis à 89 jeunes d'avoir une activité génératrice de revenus et d'être financièrement autonomes. Avant la fin de l'année 2015, 105 autres jeunes deviendront des entrepreneurs. Les parents ont un rôle primordial à jouer dans la motivation de leurs enfants à ne pas tout attendre de l'État. Les filles particulièrement méritent une plus grande attention, une communication plus complice avec leurs géniteurs pour parvenir à un niveau d'émancipation au même titre que les hommes, sinon plus. Amandouri, la ministre de l'Action sociale, a entretenu les communautés sur la nécessité de maintenir les filles à l'école
car leur contribution demain au développement du pays est une question vitale. Désiré Aloy. En matière de scolarisation des enfants, l'État togolais et ses partenaires ont pris des dispositions et mènent des actions concrètes dans l'éducation et l'instruction de la relève de demain. Ces mesures ont permis d'augmenter le taux de scolarisation des filles de 85% en 2007 à 87,4% en 2010. Des constats ont été faits. Exemple, au premier cycle du secondaire, sur un taux d'accès de 50,5% de filles, 29,6% achèvent le cycle. Au deuxième cycle, sur 17,2%, 11,4% arrivent. Ce manquement est une conséquence d'une conjugaison de certains facteurs, les grossesses et mariages précoces. Il faut aller vite pour freiner le fléau en établissant une communication permanente entre parents et enfants. Les sensibiliser sur la nécessité d'éduquer leurs enfants sur la sexualité, sur la nécessité de parler avec leurs enfants pour qu'ils sachent tous les dangers qu'ils peuvent courir en prenant précocement les rapports sexuels qui conduisent aux grossesses précoces. C'est un défi à relever à tout prix pour les parents. Touchés par le fléau aux conséquences désastreuses, notamment des fistules et freins à l'instruction, ils attendent opérer une dynamique. Dès notre retour, ce que Madame la ministre est venue nous donner comme conseil, comme contribution, nous allons passer la sensibilisation. C'est la sensibilisation que nous pouvons mener dans nos communautés. Dans les 5 préfectures des savanes, la formation et la sensibilisation tourneront autour des techniques de communication, la santé sexuelle et la scolarisation des enfants, surtout la fille. Le droit des filles à l'éducation est un droit non inaliénable, principe réitéré surtout dans les pays pauvres le 10 décembre dernier lors de la journée internationale des droits de l'homme au Togo. C'est la ville de Dapaon qui a été retenue par la CNDH pour cette célébration. Et là encore, la cible, c'était les parents d'élèves. Désiré Aloy. L'édition 2015 de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme au Togo se tient à Dapaon. Le thème retenu est nos droits, nos libertés, toujours. Un thème évocateur pour sensibiliser les populations. Le choix de la ville de Dapaon par la CNDH pour abriter les manifestations ne relève pas du hasard. Nous voulons, avec nos compatriotes de Dapaon, vivre cette journée-là, les droits de l'homme, dans la région. Parce que dans la région, nous avons identifié un certain nombre de problèmes. La CNDH pense attirer davantage l'attention des parents d'élèves et enseignants sur le cas des enfants talibés et l'enseignement coranique en général. On veut améliorer les conditions dans lesquelles s'exerce l'éducation coranique dans les milieux. Il n'est pas décent qu'on rencontre des enfants en apprentissage dans la rue pour mendier. L'école n'apprend pas à mendier. L'islam n'apprend pas à mendier. Apprendre le Coran, ce n'est pas aller mendier de maison en maison. C'est pour ça que nous avons voulu échanger avec les maîtres des écoles coraniques ou des écoles islamiques dans la région, voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer les conditions d'apprentissage du Coran ou de l'islam dans la région. Parce que c'est des conditions qui méritent d'être revues. Les pactes relatifs aux droits économiques, démocratiques, politiques et sociaux seront des thèmes au centre des débats. À la prison civile de Dapaon, la CNDH a échangé avec les premiers responsables du milieu, puis avec les détenus dans l'objectif de chercher les voies et moyens pour améliorer davantage les conditions de vie des détenus dans les milieux carcéraux. En Arabie Saoudite, les droits des femmes sont restreints. Difficile d'aller à l'école, impossible de conduire. Mais elles se battent et progressivement, ça paye. Aujourd'hui, les femmes saoudiennes ont voté pour la première fois lors des régionales organisées dans ce pays extrêmement conservateur. Royaume saoudien, un des pays les plus conservateurs au monde. Le seul où les femmes n'ont pas le droit de conduire ou d'avoir un compte en banque. Alors comment faire campagne quand on est une femme candidate et que l'on doit s'adresser aux hommes? Pour le savoir, nous cherchons à assister à un meeting. Nous en localisons un dans un hôtel de Riyad. Ce soir, c'est le meeting d'une candidate
uniquement devant des hommes. Alors, on va voir comment ça se passe. Bon, voilà, il y a déjà quelques hommes qui se sont installés. Et en fait, pour voir la candidate, il faut aller au fond de la pièce. Parce qu'en fait, elle se trouve derrière ce paravent, juste ici. La candidate restera anonyme, car elle a peur d'être disqualifiée si elle passe à la télé juste avant le vote. La loi électorale est ambiguë à ce sujet pour les femmes comme pour les hommes. Je pense que commencer par les élections municipales, c'est une bonne chose, car cela va impacter nos vies quotidiennes. Les hommes l'entendent, mais ils ne la voient pas. La salle ne s'est pas remplie et pendant 20 minutes, la candidate défend son programme. Ses thèmes sont généralistes et les rares hommes qui ont fait le déplacement étaient en fait déjà conquis. C'est une bonne chose pour les femmes de notre pays. C'est un début et il faut les encourager. Un enthousiasme qui a ses limites. Certaines femmes, comme Loujaïn El Atloul, ont vu leur candidature rejetée. Peut-être le doit-elle à une certaine vidéo, enregistrée il y a quelques mois. Elle s'était filmée au volant. Cela lui avait valu 73 jours de prison. Conduire est devenu un symbole. Si cette interdiction tombe et que l'on gagne, tout le monde réalisera qu'en faisant pression et en demandant des droits, même si ça prend des années, on peut obtenir gain de cause. Des changements à petits pas. Avec ces élections municipales, l'Arabie saoudite commence timidement à compter avec la voix des femmes. On vote également en Centrafrique demain dimanche un référendum constitutionnel censé remettre le pays sur les rails. La présidentielle, quant à elle, elle est prévue le 27 décembre, en même temps avec les législatives. Le retour à la paix, après plus de 2 ans de massacres intercommunautaires entre les Séléka à dominante musulmane et les milices chrétiennes anti-Balaka. La dernière vague d'affrontements a fait plus de 100 morts à Bangui depuis fin septembre. Quand on regarde le paysage qui est là, c'est le chaos, la destruction, il n'y a même pas de maisons. Beaucoup de maisons sont détruites et tout, il faut reconstruire. Les citoyens sont appelés à se prononcer pour ou contre une 6e république qui doit limiter à 2 les mandats présidentiels de 5 ans, instaurer le principe de laïcité, lutter contre la corruption, les bandes armées et créer une haute cour de justice. Un projet qui suscite l'engouement. Près de 2 millions de Centrafricains sur une population totale de 4,8 millions se sont inscrits sur les listes électorales. Autre enjeu majeur de ce référendum, servir de répétition générale avant les élections présidentielles et législatives, dont le premier tour est prévu le 27 décembre. Repoussées plusieurs fois en raison de l'insécurité, ces échéances sont un énorme défi logistique, notamment pour acheminer le matériel électoral sous escorte des casques bleus dans des régions difficiles d'accès et livrées au banditisme. Certains chefs rebelles ont même annoncé qu'ils s'opposeraient à la tenue des scrutins dans les régions qu'ils contrôlent. Dimanche, si la Constitution est adoptée, la Centrafrique connaîtra son 13e régime politique depuis son indépendance en 1960. COP21, un accord est conclu ce soir. Il devra permettre de réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et selon Laurent Fabius, président de la conférence de Paris sur le climat, il s'agit d'un accord juste, durable, équitable et juridiquement contraignant. De Paris pour le climat est accepté. Un coup de marteau qui sonne la victoire. L'Assemblée plénière exulte. L'instant est historique. Pour la première fois, 195 pays viennent de valider à l'unanimité un accord contre le réchauffement climatique. Un compromis trouvé au terme d'une journée marathon, car jusqu'au dernier moment, rien n'était joué. Jusqu'à 6 heures ce matin, les équipes françaises planchent encore sur la version finale du texte. Non mais le truc c'est que... Communicants, négociateurs, diplomates, des apartés pour peser chaque mot. Chaque formulation fait l'objet d'intenses tractations. À peine le temps de fermer l'œil et déjà les réunions à huis clos reprennent. La nuit a été longue. Courte. 8 heures, Laurent Fabius rencontre des experts climat.
puis reçoit à nouveau les délégations, russes et chinoises notamment. En coulisses, les tout derniers détails sont finalisés. À la mi-journée, une version finale de l'accord est présentée. François Hollande est là. Devant l'Assemblée plénière, Laurent Fabius évoque un accord historique. Chers amis, le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Lui, dont l'un des proches collaborateurs est décédé la semaine dernière, a bien du mal à retenir ses larmes. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Dans la salle, c'est l'ovation. À cet instant, sans doute, le président de la COP21 mesure le chemin parcouru, les heures de travail pour parvenir à un tel consensus. Dans la foulée, François Hollande appelait à faire de ce 12 décembre un jour historique. Il est rare d'avoir dans une vie l'occasion de changer le monde. Vous l'avez, cette occasion-là, de changer le monde. Saisissez-la pour que vive la planète, vive l'humanité et vive la vie. 13 jours d'intenses discussions et un pari gagné pour l'équipe France. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Émotion partagée par François Hollande, qui monte sur scène quelques minutes après. L'accord trouvé aujourd'hui rentrera en vigueur en 2020. Le Togo prend une part active à ce sommet. Des actions sont engagées dans le pays pour protéger l'environnement. Elles sont aussi entreprises dans le domaine de l'assainissement, avec un appui considérable de la société civile. Un fonds mondial pour l'assainissement a été lancé. Les quartiers vulnérables seront dotés de latrines communautaires. Quoi sigler, Charlotte Moussime. Au Togo, au moins 10 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites des maladies liées à des services insuffisants d'eau, d'assainissement et d'hygiène, selon le représentant résident de l'UNICEF au Togo. Le concept Sandal, c'est-à-dire sans défécation à l'air libre, est désormais l'une des préoccupations des acteurs au développement. Le mouvement Sandal recommande donc une latrine dans chaque ménage pour préserver la santé publique. Tous ceux qui l'ont déjà expérimenté pendant un certain nombre de temps, années, ils ont vu la réduction du taux de maladie, la fréquence de consultation au niveau des formations sanitaires. Les enfants qui allaient plusieurs fois dans les formations sanitaires pour les diarrhées, eux-mêmes, ils l'ont fait. Ils ont remarqué que la fréquence a beaucoup diminué. Les diarrhées ont diminué. Notre environnement est sain. Il n'y a plus d'odeur. Nous sommes à l'aise. Le gouvernement togolais vient de lancer officiellement le programme du Fonds mondial pour l'assainissement, le GSF, qui s'inscrit dans ce mouvement. Le Fonds mondial pour l'assainissement accompagne le gouvernement togolais et le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour la mise en œuvre de ce programme qui a commencé dans 3 régions, la région des Savanes, la région de la Kara et dans 5 districts de la région des Plateaux, pour mettre en œuvre ce programme qui va amener les communautés et les populations à ne plus déféquer à l'air libre. Et à terme, c'est d'amener tout le Togo à adopter cette pratique de ne plus déféquer à l'air libre. L'UNICEF, agent d'exécution de ce fonds, ainsi que les autres partenaires, s'engagent à s'investir pour le succès du mouvement Sandal. Et d'ici à 2030, 30 milliards de francs CFA seront mobilisés pour doter tout le Togo de latrines. Voilà, nous disions en début d'édition, après les hommages à Cotonou, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou a été conduit ce samedi à sa dernière demeure dans le nord du pays. Voilà, comme le voyez sur les images, à Nati Tengou, son village natal.
Et donc toute la nation béninoise s'est mobilisée pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le président Faure était présent aux côtés du peuple béninois en ces moments difficiles. Il a pris part aux cérémonies d'hommage donc à Nati Tengou ce samedi. Voilà, vous suivez la messe d'enterrement qui a eu lieu ce matin au stade municipal de Nati Tengou. Vous voyez là sur les images la délégation togolaise. Voilà, un collège de prêtres concélébrants. Le président Yahi Boni a rendu hommage à l'illustre disparu et a salué tous ses efforts de paix et de développement en faveur du Bénin et du peuple béninois. Il a particulièrement salué la présence du président Faure Gnassingbé à ses côtés. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos éditions ultérieures. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine vient de récompenser certains de ses agents. Des prix d'excellence leur ont été décernés pour leur attachement au travail bien fait. Les autres ont été incités à leur emboîter le pas. Gérard Lagoudou, Arnold Kiliou. Le Togolais s'est illustré, très actif ces dernières années, en témoigne le repositionnement du pays sur la scène internationale. Et depuis 2 ans, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a initié le prix d'excellence pour récompenser les agents qui se sont remarqués par leur travail pour le rayonnement de la diplomatie togolaise. Pour cette 2e édition, ils sont 4 à mériter la confiance du jury. Ils ont été primés. Je me sens beaucoup surpris parce qu'en toute franchise, je ne pensais pas que je serais choisi comme lauréat. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui contribuent d'une façon ou d'une autre dans l'accomplissement du travail au ministère. Le plus important, c'est de s'atteler à toutes les valeurs qui mettent en avant le travail bien fait, parce que c'est de cette façon que nous contribuerons de façon résolue à l'avancement de notre pays. Je remercie Excellence Monsieur le ministre pour tout ce qu'il fait pour le ministère. Le ministère s'est engagé à promouvoir la culture de l'excellence en vue de stimuler et d'accroître au quotidien la qualité du travail dans l'exercice de la fonction diplomatique et consulaire. Nous avons pris en compte la disponibilité, le courage au travail, le sacrifice dont il fait montre. Nous avons également considéré l'esprit de créativité, d'imagination, à pouvoir faire face aux divers sujets qui caractérisent la vie diplomatique et qui nous amènent à travailler pour pouvoir répondre aux attentes du gouvernement. Les prix offerts sont composés de motos, d'ordinateurs portables, des billets d'avion et des enveloppes. Tout ceci pour encourager l'esprit d'initiative et de créativité chez le personnel du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Cette note d'information pour terminer, la session 2015 du Conseil national de pilotage des politiques de développement consacrée à la revue annuelle conjointe de la mise en œuvre de la SCAP, initialement prévue pour le lundi 14 décembre 2015, est selon les responsables du ministère de la Planification du Développement reportée à une date ultérieure. Merci de votre aimable attention. Veuillez suivre une fois encore le programme de présentation des vœux au président de la République. Programme de la cérémonie officielle de présentation des vœux du nouvel an 2016 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Mardi 15 décembre 2015, confession religieuse, confédération des centrales syndicales, ordre professionnel, organisation de la société civile, chefferie traditionnelle, administration générale. Nouveau palais, confession religieuse, 8 heures. Délégation de la conférence épiscopale, 8h15, délégation du Conseil chrétien, 8h30, délégation de l'Union musulmane. Nouveau palais, 9h, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, IGSL, CGCT, GSA, UNCIT, STT. 9h45, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, géomètres, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires,
Chambre nationale des notaires, Ordre des avocats, huissiers, commissaires-priseurs. 10h30, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, UONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. 11h15, délégation de la chefferie traditionnelle. Nouveau palais. 12h, délégation des partis politiques. 12h45, délégation du secteur privé, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Nouveau palais. 14h à 14h30, délégation des médias. Nouveau palais. 15h à 16h30, administration générale, y compris les parapublics. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants. Délégation du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement. Délégation du ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délégation du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Délégation du ministère des postes et de l'économie numérique. Délégation du ministère de la sécurité et de la protection civile. Délégation du ministère des infrastructures et des transports. Délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme. Délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Délégation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie. Délégation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Délégation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Délégation du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique. Délégation du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République. Délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Délégation du ministère des Mines et de l'Énergie. Délégation du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. 16h30, délégation des artistes. Vendredi 18 décembre 2015, les institutions de la République, au Nouveau Palais, 10h à 10h45, les chefs des institutions de la République, médiateur de la République, Ashkroun, président de la CNDH, président de la Cour des comptes, président de la HAC, président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Délégation des institutions. 11h, les membres du gouvernement. 11h10, les députés à l'Assemblée nationale. 11h25, les membres de la Cour constitutionnelle. 11h30, les membres de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire. 11h45, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 11h50, les membres de la Cour des comptes. 12h, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme.
12h03, médiateur Ashkroun. 12h05, délégation de la présidence de la République. 12h20, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement.